Le tirage de la terre du milieu touche à sa fin, et les Dúnedain du nord protègent les terres des ténèbres. Leur chemin les mène parfois loin sur le chemin vert, jusqu'aux ruines que tous dans le nord nomment la chaussée des morts. Mais les Dúnédain se souviennent, eux, de la vérité. Ils se trouvent sur les ruines de Fornost et Réun, le château d'Arthédin et au lieu du royaume d'Arnor. Alors l'histoire est racontée au coin d'un feu par une voix mélancolique. Arnor comprenait la majeure partie d'Eriador, s'étendant du golfe de Lune, à l'ouest duquel se trouve Lindon, à la rivière Flogri et son affluent, la rivière Bruinen, à l'est de laquelle se trouve Foncombe. En ce temps-là, les Dúnedain d'Arnor habitaient de nombreux endroits en Eriador, mais la plupart de la population se concentrait autour de la région d'Arthedain. Les Dúnedain habitaient principalement les villes de Fornost et la capitale Anúminas, ainsi que le long du Baranduin et du golfe de Lune. À la fin du Troisième Âge, les colonies des Dúnedain de Cardolan et du Rhudaur sont délabrées et sont devenues ruines et souvenirs. Avant la fondation d'Arnor, Eriador habitait des hommes du milieu, affiliés de loin aux Edain. Suite à la lente émigration qui a commencé sous les rois nouménoréens Tar Meneldur et Tar Aldarion, une population assez importante s'est formée. Ces premiers colons se sont rapidement croisés avec la population indigène d'Eriador. Les fidèles préféraient l'Eriador aux régions plus méridionales de Gondor, car les elfes de Lindon, sous la direction de leur grand roi Gil-galad, vivaient tout près, de l'autre côté de la rivière Lune. Inversement, les hommes du roi s'installèrent plus au sud par la suite. Ainsi, la région était peuplée de personnes qui étaient principalement encore fidèles et des amis des elfes, où une grande partie du savoir des jours anciens était préservée. Lors de la chute de Númenor, Elendil et son peuple naviguèrent à travers le golfe de Lune et remontèrent la rivière. Ils se lièrent alors d'amitié avec le haut roi des Noldor, Gil-galad. Elendil et ses fils furent accueillis par les hommes qui étaient au moins en partie de sang núménoréen. Ces hommes d'Eriador acceptèrent de nouveau le royaume d'Elendil et aidèrent à peupler et à entretenir les nombreux lieux construits par les Dúnedain du Nord. Les hommes de Bree devinrent également sujets d'Arnor. Gil-galad et son peuple aidèrent le royaume naissant. Il construisit même les Minbarain sur les collines à l'ouest de la comté pour Elendil. Elendil fonda Arnor à la fin du Deuxième Âge en 3320. Tandis que pour ses fils, eux, ils fondèrent le royaume méridional de Gondor. Les deux royaumes des Núménoréens étaient connus sous le nom de royaumes en exil, et leur histoire est intimement liée. Malgré sa préséance sur lui en tant que siège du haut roi, Arnor n'a jamais été aussi puissant et peuplé que le Gondor. Elendil établit la ville d'Anúminas comme sa capitale. Outre les villes principales comme Anúminas et Fornost, les hommes d'Arnor se concentraient autour des cours du Lune et du Baranduin, sur les collines du Rhudaur, et ils construisirent une superbe tour de garde sur Amonsul. En 3430 du Deuxième Âge, Elendil au nom d'Arnor s'associa à Gil-galad dans une grande alliance contre Sauron, la dernière alliance des elfes et des hommes. Lorsqu'Elendil mena son peuple contre Sauron, les Dúnedain et les autres hommes d'Eriador marchèrent ensemble vers le sud. Conjointement avec les forces méridionales de Gondor, ils affrontèrent les armées de Sauron dans la guerre de la Dernière Alliance. Cette grande guerre dura plusieurs années, qui atteignit Dagorlad et le Mordor lui-même loin au sud, et culmina avec le siège de Barad-dûr. Elendil et son fils cadet Anarion furent tous deux tués dans ce conflit.
Mais Isildur arracha l'anneau unique du doigt de Sauron et l'emporta comme rançon pour son père et son frère. Isildur, qui était également roi de Gondor, était le fils aîné d'Elendil et devait hériter de la haute royauté et du trône d'Arnor. Mais il n'atteignit jamais son nouveau royaume. Il fut tué lors du désastre des champs Osiris, tout comme ses 3 fils aînés. L'anneau unique y fut également perdu, comme vous le savez probablement. Le 4e et plus jeune fils d'Isildur, Valandil, qui était resté à Foncombe en raison de sa jeunesse, devint son héritier. Mais les hommes d'Arnor subirent de lourdes pertes lors de la guerre et du désastre qui s'ensuivit. Il restait désormais trop peu d'habitants, et les lieux qu'Elendil avait construits se dépeuplèrent partiellement. Arnor ne se remit jamais complètement de ces pertes dévastatrices. Puisque ni Valandil ni ses héritiers ultérieurs n'ont revendiqué le trône de Gondor, du moins jusqu'à la tentative d'Arvedui, les royaumes ont été divisés. Mais bien que le dirigeant d'Arnor ait gardé le titre de haut roi dans la pratique, il n'était que le roi d'Arnor et n'avait aucun pouvoir sur le royaume du Sud. Anarion et ses héritiers ne revendiquaient pas le royaume du Nord et ne se qualifiaient simplement que de roi de Gondor. La capitale d'Arnor était à Núminas sur le lac d'Evendim. Mais en l'an 861, Fornost-Erain avait pris sa place. N'étant plus un site d'une telle importance, Núminas se dépeupla et fut lentement abandonné. Après la mort de son 10e roi, Earendur, en l'an 861, Arnor fut secoué par une guerre civile entre ses 3 fils. L'aîné, Amlaith, revendiqua la royauté sur tout Arnor, mais fut réduit à ne régner que sur la région d'Arthedain, tandis que les autres fils fondèrent les royaumes dissidents de Cardolan et de Rhudaur. Les 3 petits royaumes se disputaient souvent, généralement pour le contrôle des collines du Temps et du palantir d'Amon-Sul. Les palantiries ou pierres de vision étaient des pierres sphériques capables de communiquer entre elles et de donner des impressions visuelles à un utilisateur distant qui en montrait la force. À l'origine, Elendil et ses 2 fils se partageaient ces pierres. Elles étaient généralement très bien gardées et sous le contrôle des rois. Il y en avait 7 de ces pierres au total. Le royaume du Nord en possédait 3 et le royaume du Sud détenait les 4 autres. Voyant la désunion d'Arnor sous le règne de Malvegil vers 1300, le roi sorcier d'Angmar surgit au nord, identifié plus tard comme étant en fait le seigneur des Nazgûl de Sauron. Cette nouvelle menace commença rapidement à faire plier Rhudaur et Cardolan. Laissez-moi vous conseiller mes épisodes sur Angmar et sur le roi sorcier, si vous souhaitez creuser un peu plus l'histoire du royaume des glaces. Finalement, la lignée d'Isildur s'éteignit dans les autres royaumes, mais pas en Arthedain. Les Dunédains étaient peu nombreux dans le Rhudaur, où un seigneur des hommes des collines soutenant secrètement Langmar prit le pouvoir. On peut le voir dans la bataille pour la Terre du Milieu 2, sous les traits de Hualdar. Arnor fut refondé par le 7e roi d'Arthedain, Argeleb Ier, et Cardolan se plaça sous sa suzeraineté, mais le Rhudaur résista. Arthedain réaffirma son contrôle sur Cardolan, mais en réponse, fortifia une ligne le long des collines du Temps, mais le Rhudaur et Angmar attaquent et tuent le roi en 1356. Son fils Arveleg Ier, cependant, contre-attaqua en conjonction avec Cardolan et Lindon et repoussa l'ennemi. Arveleg continua à tenir la frontière le long des collines du Temps et d'Amon-Sul pendant les années suivantes jusqu'en 1409, quand Angmar traversa la rivière Mithethel et réussit à capturer le mont Venteux. Arveleg tomba au combat ainsi que le dernier prince de Cardolan, qui sera enterré plus tard dans les hauts de Calgal. Amon-Sul tomba et son palantir fut amené à Fornost. Avec la perte d'Amon-Sul, Angmar a pu régner librement sur toutes les terres de Cardolan qui ont été ravagées et la population a été forcée à se retirer et à tenir bon dans les hauts de Calgal ou se réfugier dans la vieille forêt. Le Rhudaur fut occupé par des hommes maléfiques soumis à Angmar et les Dunédains restants furent tués ou fuirent vers l'ouest.
La comté, autrefois le terrain de chasse du roi d'Arnor, était une partie fertile et bien cultivée d'Arnor, désertée pendant les derniers jours de l'Arthedain malheureusement. Les hobbits qui avaient vécu au pays de Dune et dans certaines parties du Cardolan et du Rhudaur dépeuplés ont obtenu la permission officielle du roi Argeleb II de s'installer sur ces terres. Ce fut principalement fait en 1601 par les hobbits de Brie menés par les frères Marchot et Blanco. Presque tous les hobbits de la Terre du Milieu s'y trouvaient alors 30 ans plus tard. Les hobbits de la comté se considéraient comme des sujets du roi d'Arthedain, du moins nominalement, étant donné l'isolement de leur pays. Néanmoins, ils envoyèrent quelques troupes en soutien lors des grandes batailles qu'Arnor livra contre Angmar. Les hommes d'Arnor, n'ayant pas la force de repousser les armées d'Angmar, ce sont les elfes de Lindon et les forces de Foncombe et les Galadrim qui vaincront les armées d'Angmar bien plus tard. Une autre menace apparut pour les royaumes du Nord, la Grande Peste venue de l'Est. Les hommes d'Arnor furent si affectés que la garnison de Tharbad, qu'Arnor tenait conjointement avec Gondor, cessa d'exister. Et les derniers Dúnedain de Cardolan moururent sur les hauts des Galgal. Le roi sorcier, exploitant la pandémie, envoya des esprits maléfiques pour infester la région. C'est un esprit de cette sorte qui captura les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Les habitants de la comté subirent eux aussi des dommages, mais moins importants. Le fléau perdit de sa force à ce moment-là, de sorte que la majeure partie de l'Arthedain ne fut pas ou peu affectée. Les deux royaumes en exil ont fini par soupçonner que ces désastres pouvaient être coordonnés par une seule puissance. Ils ont alors repris les communications. En conséquence, le prince Arvedui, héritier du sceptre, épousa Firiel, la fille d'Ondoher, roi de Gondor, en 1940 du Troisième Âge. Cela se passa avant qu'Ondoher ne soit tué au combat et dans l'espoir de sauver son royaume. Arvedui revendiqua le Gondor par sa descendance d'Elendil et par celle de sa femme. Le conseil de Gondor refusa la réunification et couronna le roi Eärnil II, qui entretint de bonnes relations avec Arnor, promettant son aide contre Angmar. Mais la force d'Arnor diminuait rapidement. En 1973, Arvedui, qui était maintenant roi, envoya un message au Gondor disant qu'Angmar préparait son assaut final, et Eärnil rassembla une grande armée à destination de Lindon. Mais hélas, il arriverait trop tard. En 1974 du Troisième Âge, le dernier chapitre de l'histoire d'Arthedain a commencé. Le roi sorcier attaqua pendant les rigueurs de l'hiver. La capitale de Fornost tomba et les forces arnoriennes restantes furent repoussées au-delà du golfe de Lune, puis à Fort Rochelle, tandis que son fils, Aranarth, informa Círdan au Havre Gris du désastre. Les marins de Círdan ne purent finalement pas sauver Arvedui, et la prophétie de Malbeth le voyant à sa naissance, selon laquelle il serait le dernier roi d'Arthedain, se réalisa. Les forces navales gondoriennes sous les ordres d'Eärnur, capitaine du Gondor, débarquèrent dans les Havres Gris, d'où débarqua la plus puissante armée vue dans le nord de la Terre du Milieu depuis des siècles et des siècles. Les restes d'Arnor rejoindront plus tard la force dirigée par Círdan et Eärnur dans la plus grande armée conjointe des elfes et des hommes depuis la grande guerre de la dernière alliance. Cette grande force de l'Ouest marcha vers le nord en direction de la capitale arnorienne de Fornost, où le roi sorcier avait gagné et se prélassait. Il fit marcher ses forces en toute confiance pour amorcer la rencontre à découvert. L'armée l'attaqua depuis les collines d'Evendim et une grande bataille éclata. La cavalerie, sous les ordres d'Eärnur, poursuivit ce qui restait des forces d'Angmar et fut rejointe par une force elfique sous les ordres de Glorfindel depuis Foncombe. Angmar tomba, mais le roi sorcier parvint à s'enfuir. Ainsi Arthedain et Angmar furent détruits. Les Dúnedains d'Arnor créèrent de nouveaux foyers dans l'angle au sud de Foncombe.
Mais Aranarth estima que son peuple était devenu trop peu nombreux après les guerres continues pour rétablir le royaume. Certains hommes survécurent à Bree et dans d'autres villages, tandis que les hobbits survécurent dans la comté et à Bree. Dans la comté, ils choisirent un Thane parmi eux pour remplacer le roi déchu en 1979. La comté reste alors une unité politique mineure, mais indépendante. Au lieu de se faire appeler roi ou prince, Aranarth prit le titre de chef et emmena son peuple en déclin, devenus des vagabonds discrets qui voyageaient d'un endroit à l'autre en Eriador. Son fils, Arahel, grandit en sécurité à Foncombe sous la tutelle d'Elrond, une tradition qui se poursuivit jusqu'à la fin du Troisième Âge. Elrond reçut également les héritages de la maison d'Isildur, le sceptre d'Anúminas, l'anneau de Barahir, les éclats de Narsil et l'étoile d'Elendil. Ainsi, grâce à eux, la maison royale d'Isildur fut maintenue avec succès de père en fils pendant un millénaire. Il y eut 16 chefs en descendance directe, soumis à de nombreux périls en Eriador, et beaucoup de ces chefs moururent prématurément. L'un d'entre eux était Arathorn II, qui fut tué par les orques qui faisaient des raids dans la région. Les Dúnedain survécurent donc dans l'ombre, attendant un jour meilleur où le royaume renaîtrait, c'est-à-dire à l'époque d'Aragorn II, le 1er mai de l'an 3019. Le royaume d'Arnor était tombé depuis un millier d'années lorsque la guerre de l'anneau éclata, mais les forces du Nord prirent part à la guerre. Aragorn y participa, l'héritier d'Isildur, et ils étaient plusieurs centaines à opérer pendant le conflit. La Compagnie Grise accompagna Aragorn à travers les chemins des morts et lors de l'attaque sur Umbar qui captura la flotte des corsaires. Ils participèrent à la dernière bataille, combattant sous sa bannière, à la bataille du Morannon, où Sauron fut finalement terrassé. Il y eut des conflits dans d'autres régions du Nord. Il y eut 3 invasions différentes de la Lothlorien qui furent repoussées par l'armée elfique conjointe de Celeborn et Thranduil. Finalement, Celeborn mena une attaque qui aboutit à la capture de Dol Guldur et mit fin à la menace de Sauron au nord. Une bataille a également eu lieu dans la comté, entre les bandits de Saruman et les forces de la milice des Hobbits. Il s'agit de la dernière bataille de la guerre de l'anneau qui se solde par la mort de Saruman et la mort ou la capture de ses partisans. Elle est connue sous le nom de bataille de l'Ezo et représente la contribution des Hobbits à la guerre. Faramir, fils de Denethor II, le dernier intendant régnant, présenta son bâton de fonction au nouveau roi et le reçut en retour de sa part. Aragorn II fut alors couronné par Gandalf sous le nom Elessar et refonda le royaume d'Arnor dans le cadre du royaume réuni, et il fit d'Anúminas sa nouvelle capitale. Il épousa la princesse elfique et fille d'Elrond, Arwen, qui devint la reine d'Arnor et de Gondor. Après la chute de Sauron, Arnor fut à nouveau sûre pour la réinstallation des hommes, et bien qu'elle restât moins peuplée que le Gondor au sud, avec le temps Arnor redevint une région plus densément peuplée, même si sa taille avait diminué en raison de l'indépendance de la comté. La zone couverte par le royaume réuni englobait désormais le territoire des 2 royaumes dans sa plus grande étendue. Au nord, cela comprenait toutes les terres entre la rivière Lune et les monts Brumeux, et au sud, toutes les terres entre le pays de Dune à l'ouest jusqu'au lointain Arad au sud et Erun à l'est. Le royaume renaissant se poursuivit jusqu'au 4e âge, Eldarion succédant finalement à son père sur le trône de ce royaume devenu un empire. C'est là la fin de l'histoire du royaume d'Arnor. Je voudrais remercier Pauline de la chaîne Animensum qui a accepté de m'accompagner sur ce sujet des plus complexes. Et allez voir, il y a une vidéo sur le Gondor que nous avons réalisée aussi tous les deux sur sa chaîne. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne, enfin, elle vous en parlera mieux que moi. Eh bien merci à Voulia du coup de m'avoir accueilli sur sa chaîne. Avant de parler de moi, je voulais d'abord m'excuser pour ma prononciation de l'elfique qui est pas forcément des meilleures, mais bon, on fait au mieux et on s'entraîne. Toujours est-il que du coup ma chaîne YouTube Adimensum se contente de parler humblement, on va dire, de lore d'univers divers,
que ce soit de la SF, de la fantasy, voire autre, par différentes séries comme par exemple le Mythes et légendes qui parle d'histoires de la Terre du Milieu, de The Witcher, de Berserk, ou par exemple les Pandémonium ou les Panthéons des héros qui abordent une biographie et une analyse d'un personnage d'un univers précis, que ce soit un protagoniste ou un antagoniste, ou des bestiaires par exemple. Donc ma chaîne est assez variée à ce sujet-là et on parle de beaucoup d'univers, que ce soit du manga, des films, des livres, voire de la musique. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne, et je remercie à nouveau Bulia de m'avoir accueilli sur sa chaîne YouTube, et je lui redonne la parole pour la fin de la vidéo. Ciao ciao! Merci beaucoup encore. Et n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker, commenter et partager mon travail s'il vous plaît. Et le sien aussi, celui de Pauline, en a besoin autant que le mien. Alors merci encore, et il ne me reste plus qu'à vous dire... À bientôt en Terre du Milieu, ciao ciao!